Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique. Voici les titres. Le Maroc de retour au sein de l'Union africaine. Décision prise à Addis Abeba lors du sommet. Le Royaume avait quitté l'organisation panafricaine en 1984 pour marquer son désaccord sur le dossier du Sahara occidental. 3 opposants africains ont vu leurs avoirs gelés en France. Paris justifie cette mesure en évoquant la lutte contre le terrorisme. Des accusations rejetées par les opposants, 2 Tchadiens et un Congolais qui dénoncent des pressions politiques. Et puis nous irons dans l'un des plus grands centres de formation de footballeurs au monde. Il est situé en République démocratique du Congo. Si les Léopards ont été éliminés de la CAN, la relève, vous allez le voir, semble assurée. Après 32 ans d'absence, le Maroc fait donc son grand retour sur la scène africaine. 39 pays sur 54 se sont prononcés en faveur de la réintégration du Royaume au sein de l'Union africaine lors du sommet à Addis Abeba. Le Maroc a mené une intense campagne diplomatique pour que sa demande d'adhésion soit validée. Écoutez les explications de notre envoyé spécial Jean-Karim Fall. Cette intense campagne diplomatique dont vous parlez s'est soldée donc par ce résultat sans appel. Vous l'avez dit, je le rappelle, 39 pays sur 54 se sont donc prononcés pour la réintégration du Maroc au sein de la grande famille panafricaine. Une dizaine d'États ont essayé de bloquer cette réintégration, notamment l'Algérie et l'Afrique du Sud. Alors, ces 2 pays reproche au Maroc d'occuper le territoire d'un pays membre de l'Union africaine, en l'occurrence la RASD, la République arabe sahraoui démocratique. Alors, le débat a été long, souvent technique, juridique, mais face à cette très large majorité, le nouveau président en exercice de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé, a annoncé donc que le retour du Maroc était acquis. Alors, parmi les chefs d'État ravis, le Gabonais Ali Bongo. On l'écoute. Je pense que nous avons fait un grand pas aujourd'hui vers plus d'unité. Et le retour du Maroc, un pays fondateur de l'unité africaine, est une bonne chose. Nous avons souffert de son absence et malgré le fait que le Maroc ne siégeait pas avec nous, il n'a jamais cessé d'être un pays africain. Et donc aujourd'hui, c'est justice de réintégrer ce pays qui a demandé lui-même à revenir dans la grande famille africaine sans condition. Et donc nous ne pouvions pas lui fermer la porte. Et nous sommes donc tous très contents. Jean-Karim, au cœur également de ce sommet, l'élection du nouveau chef de l'exécutif, et c'est le ministre tchadien des Affaires étrangères qui succède à la sud-africaine Dlamini Zuma. Et oui, et là, l'élection n'a pas été facile parce qu'il a fallu 7 tours pour départager les 2 finalistes, donc le ministre tchadien des Affaires étrangères dont vous parlez, qui était opposé à son homologue, la ministre kenyane des Affaires étrangères. Finalement, donc, au bout de 7 tours de scrutin, le candidat tchadien a recueilli 39 voix et il a donc été élu président de la Commission de l'Union africaine. Alors, Moussa Faki Mahamat n'est pas un inconnu ici à Addis Abeba, c'est un très proche du président Idriss Déby, il a été pendant de très longues années son ministre des Affaires étrangères, donc il connaît très bien les arcanes de la maison, et ensuite c'est un homme qui est très sensible aux questions liées au terrorisme, et nul doute qu'il fera de la lutte contre le terrorisme l'une des priorités de son mandat. Le décret anti-réfugiés pris par l'administration Trump a des effets sur le continent africain. Sur les 7 pays à majorité musulmane visés par cette interdiction temporaire d'entrée aux États-Unis, 3 sont situés en Afrique, la Libye, la Somalie et le Soudan. De nombreux ressortissants ont vu leur voyage tout simplement annulé, même s'ils étaient en possession de visa. Écoutez la réaction de cette Soudanaise empêchée de voyager vers les États-Unis. Nous avons passé les contrôles à l'aéroport de Khartoum et pris un vol pour Doha. Mais une fois arrivés là-bas, on a été surpris quand on nous a demandé de nous mettre de côté avec d'autres Soudanais, des Iraniens, des Irakiens et des Syriens. Nous avons attendu, puis un membre de l'ambassade américaine est arrivé et nous a dit que seuls les détenteurs d'une carte verte pouvaient passer. Les gens qui avaient des visas de touristes comme nous ont été interdits d'accès aux États-Unis.
Mauvaise nouvelle pour les réfugiés de la région des Grands Lacs. La Tanzanie aussi change sa législation. La RDC et le Burundi sont principalement concernés. Les groupes de migrants ne pourront plus demander le statut de réfugié. Désormais, seules les demandes individuelles seront étudiées. Le gouvernement tanzanien dit vouloir ainsi lutter contre l'immigration économique, mais aussi contre l'entrée illégale d'armes à feu. Je vous le disais en titre, la France a gelé les avoirs de 3 opposants africains. Décision prise au nom de l'antiterrorisme. Pourtant, les 3 hommes, 2 Tchadiens et 1 Congolais, n'ont aucun lien avec la sphère djihadiste et n'ont jamais été condamnés en France. Les opposants dénoncent des pressions des présidents Idriss Déby Itno et Denis Sassou Nguesso. Les explications de Nicolas Germain et Clara Castelli. Le président du Tchad, Idriss Déby, et celui du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, ont-ils fait pression sur Paris ? C'est ce que pensent 3 opposants de leur pays qui vivent en France. Paris a gelé leurs avoirs pour 6 mois. Nous avons demandé au Quai d'Orsay pourquoi. Il a répondu par ce communiqué. Cette décision est liée aux activités de ces individus dans leurs pays respectifs en vue d'inciter et de faciliter la commission d'actes de terrorisme. Les 3 hommes sont de fervents opposants mais n'ont jamais été condamnés pour terrorisme. 2 sont des rebelles tchadiens, Mahamat Nouri, ici au premier plan, et Mahamat Mahadi Ali. On sait qu'Idriss Déby, malgré sa réélection controversée, est un fidèle allié de la France dans la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Le 3e opposant est Ferdinand Mbaou, un ancien chef de la garde présidentielle du Congo-Brazzaville. Ce dernier dément financer des groupes rebelles, il affirme être au chômage. Je ne travaille pas, j'ai l'aide que la France octroie aux chômeurs. Si vous regardez dans mon compte qu'ils ont bloqué, il y a en gros peut-être 1 000 € maxi. Ça ne peut pas permettre d'armer et de financer une rébellion. Le président Denis Sassou Nguesso cumule 32 ans au pouvoir. L'an dernier, l'Union européenne avait refusé d'envoyer des observateurs à Brazzaville, estimant que les conditions pour une présidentielle transparente n'étaient pas réunies. Après la proclamation de la victoire de Denis Sassou Nguesso, le Parti socialiste français lui avait jugé le scrutin non crédible. Ferdinand Mbaou dit ne pas comprendre comment Paris a pu décider de geler ses avoirs. Je suis très choqué par cette décision. Je ne pensais pas qu'un dictateur africain était capable de s'entendre avec les autorités françaises pour monter ce genre d'affaires. Les 3 opposants envisagent à présent de saisir la justice pour obtenir la levée des sanctions. Allez, un mot de football à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir éliminé la Tunisie, le Burkina Faso a créé la surprise et s'est qualifié pour les demi-finales. L'équipe burkinabé est un peu le petit pousset de cette compétition, comme nous l'explique notre envoyé spécial Benoît Perrochet. Le Burkina Faso a beau être l'équipe la moins expérimentée des 4 demi-finalistes, l'équipe de Paulo Duarte est pourtant à prendre très au sérieux. Puisqu'en 11 participations à la Coupe d'Afrique des Nations, les Burkinabés se sont déjà hissés à 3 reprises dans le dernier carré. Et ça, c'est un ratio dont aimeraient se prévaloir de nombreuses nations sur le continent. Qualifiés pour toutes les phases finales de la CAN depuis 2010, finaliste malheureux, il faut s'en souvenir, face au Nigeria en 2013. Cette fois, les étalons visent la plus haute marche du podium. C'est une équipe bien née, une équipe bien équilibrée. 6 buts inscrits pour seulement 2 buts encaissés et un savant mélange entre expérience à l'image de Bansé et Nakoulma et des joueurs plus jeunes. Il faut savoir que la moitié du groupe de 23 convoqué par Paulo Duarte dispute sa première phase finale comme Hervé Kofi, tout juste 20 ans, le gardien burkinabé. Vous le voyez, c'est donc un duel des extrêmes qui est programmé ici mercredi à Libreville en demi-finale puisque les Burkinabés, dont l'appétit ne cesse de grandir, seront opposés aux Égyptiens, septuples vainqueurs de la compétition. Foot toujours, et la République démocratique du Congo, les espoirs de tout un pays se sont évanouis dimanche avec l'élimination des Léopards en quart de finale de la CAN. L'équipe nationale n'a plus gagné cette compétition depuis 49 ans, mais la relève est prête en RDC, notamment à Kinshasa, grâce à l'Académie Oudjana. Fondée il y a 17 ans, cette école de football compte 70 formateurs qui encadrent plus de 3800 jeunes Congolais. Mais Oudjana permet également à des jeunes issus de milieux défavorisés de bénéficier d'entraînement gratuit. Le reportage de Thomas Nicolon. L'entraînement est intense pour ces jeunes footballeurs qui aspirent à une carrière professionnelle. Et les formateurs de l'Académie Oudjana ont pleinement conscience du potentiel immense en RDC. Le Congo regorge beaucoup de talents. Si on les laisse comme ça, ils vont moisir. Et on va donner la chance à tous les enfants congolais
d'espérer et d'avoir une carrière épanouissante, quoi. L'académie est l'une des plus grandes au monde. Elle compte pas moins de 3800 licenciés. Âgés de 6 à 18 ans, ces jeunes talents savent exactement ce qu'ils veulent. J'aime bien le foot aussi. Je voudrais en apprendre plus parce que je pense que je joue bien et je pense que j'ai de l'avenir dans le foot. Les parents déboursent 40 $ par mois et placent de grands espoirs en leurs enfants. En mettant mon fils ici, il aura de la performance. Il serait parmi les meilleurs gardiens dans le futur. Donc, je mise tout sur Djana. Mais l'académie utilise également le football à des fins sociales. À quelques kilomètres du centre d'entraînement, 400 jeunes défavorisés ont accès à des entraînements gratuits. L'objectif n'est pas demain de les envoyer jouer à l'Inter de Milan. Loin de là, l'objectif est de leur inculquer les quelques valeurs qui peuvent leur être inculquées à travers le sport, mais également toutes les autres choses, l'éducation, pour que demain ils soient des citoyens de meilleure qualité, je dirais. Dans tous les milieux sociaux, le football passionne en RDC, et malgré l'élimination des Léopards en quart de finale de la CAN, il y a fort à parier que leur parcours encourageant continuera à susciter des vocations. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Merci aux équipes en régie et à l'édition, notamment à Salima et à Dalila. Restez sur France 24, l'information continue.